Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au Parlement européen de Strasbourg pour faire le point et débattre de cet accord de libre-échange que l'Union européenne et le Japon sont sur le point de conclure. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux eurodéputés spécialistes des questions commerciales. Marie-Arena, bonjour. Bonjour. Vous êtes socialiste belge. Et Franck Proust, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de file des Républicains ici au Parlement européen. Ce traité commercial UE-Japon, que l'on surnomme JEFTA, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un accord dit de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas seulement à abaisser les droits de douane, mais également à harmoniser les normes, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou encore sociales, entre les deux parties. Ce JEFTA doit concerner 600 millions de citoyens européens et japonais et renforcer les échanges entre ces deux entités qui représentent à elles seules 28% du PIB. Le Parlement européen se prononce sur ce texte le 12 décembre. Monsieur Proust, commençons par vous si vous le voulez bien. Vous allez voter pour. Pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer en quelques mots les raisons de votre vote favorable? Les raisons, elles sont très claires. Aujourd'hui, le Japon est un pays de 127 millions d'habitants. C'est le troisième pays en termes de consommation, de consommateurs, mais il ne représente que la 7e place en termes d'exportation de l'Union européenne. Il y a des parts de marché évidentes, des marges de progression évidentes pour nos entreprises européennes pour prendre des parts de marché au Japon. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les marchés publics sont pratiquement fermés. Si vous prenez notamment le marché ferroviaire, autant les entreprises japonaises peuvent venir allègrement en Europe, autant aujourd'hui, à peine 2% des marchés publics sont ouverts à nos entreprises européennes. Idem pour un certain nombre de produits dans le domaine agricole qui sont fortement taxés, des produits agroalimentaires au chocolat, au vin et spiritueux. Nous avons des droits de douane qui vont entre 15, 30, voire 40%, ce qui explique qu'il y a un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas pour autant que les deux puissances ne commercialisent pas entre eux, puisque à peu près 58 milliards d'euros sont échangés sur les biens de consommation et 26 milliards dans le domaine des services. Mais ceci étant, et je le dis toujours, pourquoi l'Europe essaye de travailler avec d'autres puissances? Parce que tout simplement, quand vous avez sur le territoire européen des taux de croissance entre 1 et 2% dans le meilleur des cas, si on veut regagner de la croissance et donc de l'emploi, il faut aller prendre des parts de marché là où la croissance se trouve. Et de par le comportement de M. Trump, qui a cassé l'accord transpacifique, il y a une opportunité effectivement avec les Japonais qui cherchent eux également aussi à travailler avec des partenaires extérieurs. Et donc l'opportunité est bonne parce que plutôt que d'un accord de libre-échange, je pense que cet accord-là est un accord de juste échange, y compris dans le domaine agricole, puisque bien souvent la variable agricole a été une variable d'ajustement dans la plupart des accords passés. Là, l'ensemble des agriculteurs européens sont favorables, et notamment moi qui suis français, je suis très attaché à la défense du modèle agricole français. Vous allez avoir pratiquement 205 IGP, indications géographiques protégées. Ça aussi c'est important parce que quand vous défendez les indications géographiques protégées, c'est la défense de nos territoires, de notre culture et de notre identité. Donc, ça va permettre à nos entreprises européennes de mieux vendre, d'abaisser les droits de douane, d'aller vers des normes entre l'Europe et le Japon, des normes communes. Et donc, j'allais dire, cet accord va permettre de faciliter les échanges. Madame Arena, à l'inverse, normalement votre vote sera contre. Pourquoi? Alors, pas contre les arguments de M. Proust, parce que je pense qu'effectivement, l'Europe doit s'inscrire dans une relation commerciale avec des partenaires comme le Japon, qui sont finalement des économies assez proches des économies européennes. Si on prend la question de la croissance, il y a une étude allemande qui a été faite par le gouvernement allemand qui montre qu'en matière de croissance, que l'Europe pourrait gagner avec cet accord, c'est 0,04% de croissance pour les Européens. Et donc on ne peut pas dire que ce qui motive les Européens par rapport à l'accord Japon, c'est une croissance, un bond de la croissance européenne. Mais par contre, je pense qu'on peut vraiment commercer sur des standards qui sont des standards bien établis. Ce que je regrette dans le cadre de cet accord, c'est que justement par rapport à ces standards, l'Europe se fragilise en n'ayant pas demandé des prérequis. Premier prérequis, c'est la ratification des conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, pour lesquelles, par exemple, le Japon ne ratifie pas des conventions en matière de capacité syndicale, donc c'est-à-dire que les travailleurs japonais n'ont pas la liberté syndicale aujourd'hui, ou la possibilité de ne pas avoir du travail forcé. Aujourd'hui, en
Japon. Et donc le Japon ne veut pas ratifier ces conventions. Ça veut dire que le Japon ne partage pas les normes sociales que l'Europe s'impose à juste titre. Et donc nous allons avoir une mise en concurrence d'entreprises qui ne vont pas travailler avec les mêmes standards. Idem, par exemple, en ce qui concerne la question environnementale. Nous avons aujourd'hui en Europe signé les accords de Paris, nous allons vers la COP24 en nous imposant ici en Europe des règles environnementales strictes pour lesquelles je suis 100% d'accord, mais nous n'allons pas demander dans le cadre de cet accord d'imposer au Japon les mêmes règles. Alors on dit on va défendre la COP21, mais concrètement, dans le cadre de l'accord, tout est contraignant dans cet accord. Et si vous ne le respectez pas, vous avez des sanctions, excepté 2 domaines, 2 chapitres. Le chapitre social et le chapitre environnemental. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui dans le cadre de cet accord, c'est que nous aurions pu faire un saut qualitatif avec un accord commercial, avec un partenaire qui est un partenaire, je dirais, fiable, comme le Japon, avec des chapitres qui sont des chapitres sociaux et environnementaux qui finalement mettent nos entreprises européennes sur les mêmes standards que des entreprises européennes plutôt que de brader ces standards sur la scène internationale. C'est ça vraiment que je regrette dans le cadre de cet accord. Donc si je comprends bien, plutôt consensus entre vous sur les gains économiques probables à venir. Je le répète, par exemple, 1 milliard d'euros en moins de droits de douane pour les entreprises européennes en cas d'accord, ce n'est pas négligeable. Sur le droit du travail, Monsieur Proust. Non, je n'ai pas la même lecture que ma collègue Maria-Arena, tout simplement parce que déjà, c'est le premier accord qui intègre les contraintes de la COP21. Alors après, on peut dire qu'il n'est pas contraignant, mais moi je constate quand même que le Japon, comme l'Europe, ce sont 2 puissances qui ont des normes déjà. Il s'agit du droit du travail comme le droit environnemental, qui sont déjà des normes très élevées. Mais ceci étant, et c'est bien écrit dans l'accord, il ne pourra pas y avoir, et notamment vis-à-vis de l'Europe, une diminution des normes. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon, dans l'inscription des traités européens, quelque chose d'essentiel, ce qui évite de raconter beaucoup d'âneries, j'allais dire, sur d'autres accords par le passé, c'est le principe de précaution. Principe de précaution qui fait que nous ne pouvons pas avoir des normes en dessous. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour le droit du travail, c'est vrai également pour, j'allais dire, les états sanitaires. Vous savez, pour d'autres accords, on a entendu souvent parler de caricatures sur les OGM, sur le bœuf aux hormones, le poulet chloré. Je veux dire, l'Europe a des normes. Et dans les traités européens, vous avez inscrit le principe de précaution qui fait que vous ne pouvez pas diminuer. Et il est bien stipulé dans cet accord que aucune transaction commerciale ne pourra se faire au détriment du droit du travail, d'un abaissement de qualité sur le droit du travail, du droit environnemental, voire même la protection de denrées alimentaires notamment. Maria-Arena vous répond. Alors, je suis tout à fait contre cette lecture parce qu'à partir du moment où le Japon n'a pas les mêmes normes sociales, il peut produire avec des normes sociales inférieures aux normes sociales européennes et donc avec un coût du travail moins cher que le coût du travail européen. En ce qui concerne le principe de précaution, j'étais au Japon. La première chose que les Japonais demandent, c'est de revoir le principe de précaution qui a été mis en œuvre par les Européens concernant les produits japonais après Fukushima, c'est-à-dire les taux de radioactivité. Et ils ont attaqué l'Europe à l'OMC sur le principe de précaution. Donc ils remettent en question le principe de précaution qui n'est pas stipulé dans l'accord. Mais qui est stipulé dans les traités européens. Oui, non, mais il n'est pas stipulé dans l'accord et il est attaqué à l'OMC. Dernier point, le Japon est la plateforme mondiale de traitement du bois illégal aujourd'hui, qui sont les causes de déforestation des forêts d'Asie du Sud-Est. Avec l'accord que nous signons aujourd'hui, nous venons ébranler une loi européenne qui est une loi sur l'interdiction du bois illégal parce que le Japon blanchit le bois illégal. Et c'est le premier producteur de contreplaqué au monde. Ça veut dire que des produits japonais vont pouvoir être exportés en Europe avec un blanchiment du bois illégal et qui est destructeur. Mettre en place un peu de traçabilité. Ah oui, mais ils ne sont pas d'accord vu que la traçabilité est volontaire au Japon. Et ce n'est pas prévu dans l'accord. Et donc, c'est tout ça qui aurait dû être prévu dans cet accord et qui justement vient ébranler les systèmes qui sont les systèmes européens. Et donc, moi, ce que je demande, c'est pas de voter contre l'accord, c'est de faire une pause et de dire qu'est-ce qui, dans cet accord aujourd'hui, vient ébranler l'engagement européen en matière environnementale et en matière climatique, qui est vraiment l'enjeu européen. Et comment peut-on, comme on l'a fait avec le CETA,
On n'a pas voté contre le CETA, on a arrangé, on a aménagé l'accord avec le Canada pour sortir, par exemple, la question des ISDS, des tribunaux privés d'arbitrage. Je pense qu'il eût fallu, qui ne sont pas ici, mais je pense qu'il eût fallu avec le Japon faire une pause et dire pour 80% de l'accord, on pourrait être d'accord, et je suis d'accord avec M. Proust pour dire il y a des choses intéressantes. Mais il y a des choses qui doivent être corrigées. Pourquoi? Parce que cet accord va être un standard par rapport aux autres accords commerciaux. J'allais y venir. Et donc, si on ne les corrige pas avec le Japon, qui est une société très proche de la société européenne, et on l'a dit, si on n'est pas en mesure de le faire avec le Japon, on ne sera pas en mesure de le faire avec d'autres. Et donc, c'est vraiment dangereux pour les standards européens de le faire de cette manière-là. Vous parlez des standards. C'est intéressant parce que, effectivement, peut-être cet accord n'est-il pas parfait, mais est-ce qu'on n'augmente quand même pas le niveau que les autres entités seront pratiquement contraintes de rejoindre si elles veulent signer des accords également avec d'autres puissances comme l'Europe? Vous savez, moi, avant de signer ou de voter favorablement par rapport à un accord, je regarde la situation où nous sommes aujourd'hui. Et je regarde la situation avec laquelle on pourrait être avec un accord. Est-ce qu'on améliore ou est-ce qu'on détériore une situation? Toute la question est là. Il y a un certain nombre, quand je signe par exemple le CETA et que sur les marchés publics j'ai une ouverture à 30%, j'aurais préféré une réciprocité à 100%. Ouais. Mais néanmoins, quand je passe de 0 à 30, je dis que globalement, on fait avancer les choses et plutôt dans la bonne direction. Et effectivement, je pense qu'il y aura une amélioration parce que, quelque part quand même, on peut critiquer beaucoup le Japon, mais Arena nous le disait tout à l'heure, c'est quand même un pays, une puissance économique qui a des standards très proches de nous. On ne parle pas d'un pays, alors à ce moment-là, quoi dire, des accords commerciaux avec le Vietnam, avec demain la Thaïlande, le Cambodge ou le Laos. Donc, je crois que l'Europe est très vigilante. On a parlé des bois exotiques, on aurait pu parler aussi, dans le domaine animal, de la chasse à la baleine. Il y a deux sujets sur lesquels l'Europe, et d'ailleurs, il y a dans cet accord-là, la collaboration de cabinets spécialisés, indépendants, qui vont être là justement pour surveiller ces domaines qui sont des domaines sensibles. Et Mme Arena a raison de parler de cette problématique du bois, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas une traçabilité, on sait très bien, et d'ailleurs l'importation des bois exotiques ne sont pas en collaboration avec un pays européen, quel qu'il soit. C'est fait avec d'autres pays. Mais on parle de blanchiment de bois exotiques. On doit mettre des contre-feux pour que nous, on puisse continuer à interdire sur le territoire européen l'importation de ce type de bois, de même que la problématique liée à la baleine. Vous vouliez répondre? Oui, alors, M. Proust disait tout à l'heure que c'est le premier accord dans lequel on parle de la COP21 et donc de la question climatique. Moi, ce n'est pas tellement l'accord du Japon de manière ciblée, c'est la démarche globale de l'Union européenne en matière commerciale. Expliquez-moi pourquoi nous devons augmenter les quotas d'importation de bœuf et de porc canadiens qui rentrent sur le territoire européen, avec une traçabilité très faible en matière de qualité des produits entrants, pour ensuite garantir la possibilité pour nos producteurs de bœuf et de porc, qui aujourd'hui sont soumis à une pression énorme des Canadiens, de leur donner la possibilité d'exporter vers le Japon. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent de réfléchir à comment nous pourrions avoir des accords commerciaux, non pas de compétition, mais de complémentarité, qui garantissent qu'on consomme beaucoup plus près des lieux, qu'on produise beaucoup plus près des lieux de consommation. Parce que importer du bœuf et du porc du Canada pour pouvoir exporter du bœuf et du porc d'Europe vers le Japon, je pense qu'en matière d'impact CO2, c'est beaucoup plus que ce que la France est en train de faire au niveau du carburant actuellement. Quand vous parlez quand même de pression des producteurs de bœuf canadiens, je souris un peu parce que vous avez vu comme moi tous les articles de presse concernant un an après le CETA, qui a été beaucoup critiqué en son temps. J'avais dit à l'époque qu'attention, le Canada fabrique aujourd'hui des filières de bœuf à 100% OGM, qui sont donc interdits sur le territoire européen. Et que donc, avant que les Canadiens puissent répondre aux quotas qu'on leur a accordés, il faut qu'ils revoient complètement leur filière de production. Et si tant est qu'ils revoient et qu'ils détectent une certaine rentabilité, comme le dit Mme Arena, une pièce de bœuf
qui part du Canada, il n'y a pas d'autre moyen que de l'exporter en avion. Donc en termes de rentabilité, c'est pas gagné. Et deuxièmement, après, en termes d'image, est-ce que les consommateurs européens vont préférer acheter du bœuf canadien par rapport au bœuf européen? Justement, j'en suis pas sûr. Le bœuf au Japon. Vous m'avez un tout petit peu ôté les mots de la bouche parce que j'allais aborder ce point. Le JEFTA, comme tous les autres traités, peut-être sont-ils très bien sur le plan économique, mais c'est un petit peu l'anti-circuit court. Ça a eu une empreinte carbone incontestable et ça c'est nécessairement négatif pour la lutte contre le dérèglement climatique. Comment concilier ce paradoxe, cette contradiction? Oui, mais parce que tout simplement, vous n'êtes pas censé ignorer que la consommation de bœuf en Europe diminue. Donc qu'est-ce qu'on dit à nos producteurs de bœuf? Ils sont bien obligés, comme d'autres entreprises, d'aller trouver des débouchés sur le monde extérieur et sur des gens qui consomment de la viande. Mais pourquoi est-ce qu'on a ouvert le marché avec le Canada et avec l'Amérique latine? On ne l'a pas ouvert, vous savez très bien. Mais bien sûr qu'on l'a ouvert, on a diminué les tarifs, on a diminué les tarifs, tant avec le Canada que ce qu'on est en train de faire avec l'Amérique latine. Mais comme la filière est avec des OGM et que les OGM sont interdits sur le territoire européen, ça ne se fera jamais. C'est le principe même qui aujourd'hui, je trouve qu'on doit avoir des accords de complémentarité, c'est-à-dire effectivement, comme vous l'avez dit, est-ce que Siemens a la possibilité d'entrer sur le marché qui est le marché ferroviaire japonais? Et Alstom notamment. Bien sûr, et Alstom. Aujourd'hui, non. Et donc, ok, ça c'est de la complémentarité, donc il n'y a personne qui paye le facteur d'ajustement. Par contre, les agriculteurs aujourd'hui, dans le cadre des accords de libre-échange, sont vraiment ceux qui payent le plus ces facteurs d'ajustement. Pas sur cet accord-là, puisque l'ensemble des agriculteurs européens sont pour. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on les a mis sous pression par rapport aux autres accords, et donc ils n'ont plus de débouchés pour eux en Europe, vu que ce sont les autres qui viennent. Et donc je trouve qu'il eût été préférable de donner une priorité aux agriculteurs européens en Europe. Regardez quand même les chiffres, notamment vis-à-vis du CETA, s'il y a bien un accord qui a profité à nos agriculteurs, c'est bien celui-ci, sur les céréaliers, sur les laitiers, sur les fromages, 38%, même sur les chocolatiers, 50%. Donc, non, je fais... Pour compenser. Regardez bien les chiffres tels qu'ils sont. Un dernier point pour conclure déjà cette conversation passionnée. Et vous êtes en désaccord sur ce point, je pense qu'on n'arrivera pas à rassembler vos opinions. On est en désaccord sur certains points. Sur 80% de l'accord, on a des points de convergence. Oui. Un dernier point sur le libéralisme, un petit peu plus, d'un point de vue un peu plus général. Le JEFTA contribue à une politique libérale. Est-ce qu'il n'y a pas également une certaine déconnexion entre cette politique qui est poursuivie par l'Union européenne avec ces traités, et le JEFTA ne sera pas le seul, et les attentes des citoyens qui peuvent s'exprimer par le vote envers des partis anti-système, anti-européens, populistes, appelons-les comme on le veut, qui défendent plutôt une politique protectionniste? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe entre poursuivre le libéralisme et les aspirations des citoyens européens? Je pense qu'il n'y a pas populisme, protectionnisme contre libéralisme statu quo. Je pense que face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a un rapport d'ailleurs des Nations Unies sur la question de la libéralisation du commerce mondial, donc de la globalisation, qui dit aujourd'hui l'ultralibéralisation a conduit à deux choses. La première, c'est une concentration excessive des puissances économiques entre les mains de certains, donc c'est-à-dire certaines multinationales ont vraiment concentré tout le pouvoir. Et le deuxième problème, c'est une financiarisation excessive de l'économie. Et ces deux choses-là ne sont pas libérales. Les libéraux ne sont pas pour l'ultra-concentration et ne sont pas pour la financiarisation. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revoir la globalisation avec des règles qui viennent un petit peu ouvrir le jeu. Ce n'est pas le statu quo et de continuer dans le même sens, mais la solution n'est pas non plus le protectionnisme. Donc je ne suis pas de celles qui pensent que le protectionnisme est la solution. Je pense qu'on doit réfléchir à des nouveaux modes qui permettent de mettre des règles qui évitent cette concentration et cette financiarisation qui est mauvais pour l'économie. Franck Proust? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire libéralisme aujourd'hui. Parce que derrière, vous voyez bien, derrière libéralisme, souvent il y a le mot ultra. Moi, ce que je souhaite, parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un système qui s'appelle la mondialisation. Mais c'est qu'un peu comme en sport, chacun joue avec les mêmes règles du jeu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce que nous ne voulons pas, c'est du libéralisme sauvage. Ce que nous voulons, c'est justement lorsque nous faisons, c'est pour ça que j'aime pas cette terminologie, ce wording
accord de libre-échange, parce qu'on a l'impression justement que c'est le libéralisme sauvage, sans règles, sur lequel nous travaillons. C'est tout le contraire. C'est justement pour essayer d'apporter des règles là où elles ne sont pas présentes, et de manière à ce que chacun, comme en sport, puisse se défendre avec les mêmes règles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de pays, on a les mêmes règles? Non. Regardez avec la Chine, avec les États-Unis, il y a des politiques protectionnistes, il y a des normes et des standards et des politiques fiscales et sociales qui sont différentes, ce qui empêche à nos entreprises d'avoir de la saine concurrence. Et encore une fois, moi, si je joue au football, mais qu'on joue à 10 contre 11, qu'on n'a pas de gardien de but, avec un arbitre qui siffle toujours dans le même sens, au mieux vous faites match nul, mais vous gagnez jamais le match. Vous voulez ajouter un dernier mot? Oui, excepté que je pense que les règles définissent si le sport est un joli sport ou pas un joli sport. Et je pense qu'aujourd'hui, en matière de commerce international, les règles font qu'on n'a pas un joli sport. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on travaille justement sur des accords, non pas de libre-écge, mais de juste échange. Franck Proust, Marie-Anne, merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Pour tout savoir sur le GEFTA et la politique commerciale européenne, un seul site, le nôtre, www.touteleurope.eu. À très bientôt.